J'ai tué ma belle-mère avec un sourire. Pas d'un coup de couteau dans le noir. Non. Ce serait trop vulgaire. Trop rapide pour une femme comme elle qui a passé des décennies à sucer la moelle des os des autres. J'ai attendu qu'elle me regarde droit dans les yeux. Qu'elle ose enfin prononcer ces mots empoisonnés, « Tu n'as rien à faire ici. » Petite ingrate. Et là. J'ai ri. Un rire qui a résonné dans le salon bourgeois de notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Un rire qui a fissuré le vernis de sa vie parfaite. Parce que ce jour-là, j'ai su que la vengeance n'est pas un acte, mais une lente érosion de l'âme. Ces trois mots aux petites ingrates ont allumé la mèche. Ils ont transformé le deuil en fureur. La tristesse en calcul froid. Mon père était mort depuis 6 mois. Emporté par un cancer qui l'avait rongé comme un acide lent. Et déjà, elle osait. Elle, Isabelle, la veuve trophée qui avait épousé papa quand j'avais 12 ans. Avec ses tailleurs Chanel et son accent snob du 16e arrondissement. Et eux, mes demi-frères. Ces deux parasites de 25 et 27 ans. Nés de son premier mariage raté. Qui fouillaient déjà dans les cartons de souvenirs comme des rats affamés. J'ai vu leurs mains avides plonger dans les tiroirs. Empocher la montre en or de grand-père. Les lettres jaunies que papa m'avait écrites de ses voyages d'affaires à Lyon. Tout pour moi. Avait-il murmuré sur son lit d'hôpital. Tout pour sa fille unique. La bâtarde du premier lit. Celle qu'il avait élevée seule après la mort de maman dans un accident de voiture sur la 6. Mais Isabelle avait d'autres plans. C'est à nous maintenant, m'avait-elle lancé ce matin-là. Alors que je rentrais de l'hôpital où je passais encore mes nuits à veiller son fantôme. J'étais épuisé. Les yeux cernés comme des puits. Mes cheveux châtains en bataille sous un manteau trop grand le sien. Ironie du sort. Que j'avais emprunté pour me réchauffer. La maison. Cette villa haussmannienne avec ses moulures en plâtre et ses parquets qui craquent comme des os brisés. Puis l'hypocrisie. Les rideaux de soie tirés pour masquer le soleil de printemps. Et au centre du salon. Les cartons éventrés, des photos de famille où mon visage avait été discrètement recadré. Des bijoux de maman que je portais enfant. Disparus. Et elle? Assise sur le canapé en velours. Un verre de chardonnay à la main à 10 heures du matin. Me toisant comme si j'étais une intruse. Tu n'as rien à faire ici, a-t-elle répété. Sa voix suave comme du miel empoisonné. Ses lèvres peintes en rouge sang se sont étirées en un sourire carnassier. À ses côtés. Mes demi-frères, Antoine. Le cadet. Avec son air de golden boy raté. Chemise ouverte sur un torse mal entretenu. Et Louis. L'aîné. Les yeux fuyants derrière des lunettes à monture épaisse. Pianotant nerveusement sur son téléphone. Ils n'ont pas dit un mot. Mais leur regard en disait long aux complicités muettes. Cette même lâcheté qui les liait à elle depuis toujours. Isabelle. La reine des serpents. Qui avait charmé papa avec ses promesses de jeunesse éternelle. Son rire cristallin dans les dîners mondains. Et qui, une fois l'alliance au doigt, avait commencé à tisser sa toile. Petit à petit, les voyages d'affaires qu'elle sabotait par des crises de jalousie. Les amis qu'elle isolait avec ses ragots subtils. Et moi. La fille. Reléguée au rôle de la remplaçante encombrante. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Un goût âcre de rage pure. Mais je n'ai pas crié. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai souri. Vraiment? Isabelle? Rien du tout? Ma voix était calme. Presque douce. Comme si nous discutions de la météo. Elle a cligné des yeux. Surprise par mon absence de larmes. Elle s'attendait à ce que je m'effondre.
comme ces actrices de ses soaps préférées sur France 2. À supplier pour une miette d'héritage. Mais j'avais passé trop de nuits à ressasser les derniers mots de papa, protège-toi. Ma chérie. Elle te déteste parce que tu es tout ce qu'elle n'est pas, vrai. Vrai. Ce mot m'avait hanté. Gravé dans ma chair comme une cicatrice. Et maintenant? Face à cette femme qui avait volé mon père vivant et tentait de me voler son fantôme. Je décidai que la vérité serait mon arme. Ce fut le début. Pas une explosion. Mais une implosion silencieuse. Je quittai la maison ce jour-là sans un regard en arrière. Mes pas résonnant sur le trottoir de l'avenue Charles de Gaulle. L'air frais de mes fouettant mes joues rougies. Paris s'étalait devant moi. Indifférente, les klaxons des Renault qui slaloment. Les odeurs de baguettes chaudes des boulangeries. Les touristes égarés devant l'Arc de Triomphe. J'avais 32 ans. Un petit appartement dans le Marais que je payais de mes maigres salaires de graphiste freelance. Et un compte en banque qui frôlait le rouge. Mais j'avais autre chose, la clé USB que papa m'avait glissée dans la main lors de sa dernière visite à l'hôpital. Lisa plus tard avait-il soufflé. Ses doigts osseux serrant les miens. Je ne l'avais pas ouverte avant. Peur. Peut-être. Ou simple déni. Mais ce soir-là. Seul dans mon studio au mur lézardé. Avec une bouteille de vin rouge bon marché et le bruit distant du métro ligne 1. Je la branchai. Les fichiers s'ouvrirent comme une boîte de Pandore numérique, des enregistrements audio. Des mails archivés. Des photos floues. Papa avait tout documenté. Les mensonges d'Isabelle sur ses investissements et qui avait saigné l'entreprise familiale ou une petite maison d'édition spécialisée dans les classiques français. Fondée par son grand-père après la guerre. Les faux témoignages qu'elle avait ourdis pour éloigner les employés loyaux. Et pire, les preuves de son adultère avec un notaire du quartier. Un certain maître Duval. Qui avait trafiqué le testament préliminaire pour favoriser ses fils. Elle me ronge. Élise, murmurait la voix de papa dans un enregistrement daté d'il y a 2 ans. Rauque de douleur. Mais je ne la laisserai pas te toucher. L'héritage est à toi. La maison. L'édition. Tout. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues. Mais ce n'était pas de tristesse, c'était de la fureur cristallisée. Il avait su. Il avait prévu. Et elle? La voleuse. Osait me traiter d'ingrate? Je passais la nuit à compiler. Pas de sommeil. Juste du café noir et des notes griffonnées sur un carnet usé. Au lever du soleil. J'avais un plan. Pas un plan de film hollywoodien avec des poursuites en BMW sur les Champs-Élysées. Non. Un plan français, bureaucratique. Implacable. Tissé de lois et de preuves. D'abord, contacter Maître Lefebvre. Le notaire indépendant que papa m'avait recommandé en secret. Un vieil ami de la résistance dont les honoraires étaient modiques mais l'éthique en acier trempé. Puis, infiltrer leur cercle. Isabelle adorait les dîners mondains, elle en organisait un tous les vendredis au restaurant Le Procope. Ce bastion historique du quartier latin où Voltaire avait siroté son absinthe. J'y allais la semaine suivante. Non invité. Mais avec un faux badge de presse ou une astuce apprise lors de mes gigs freelance pour un magazine culturel. Le Procope était bondé ce soir-là, serveur en veston noir glissant entre les tables comme des ombres. L'odeur de coque au vin et de fromages affinés flottant dans l'air chargé de rire fin. Isabelle trônait au centre. Sa robe fourreau noir soulignant ses courbes encore fermes à 50 ans. Un collier de perles les miennes. Volé de la boîte à bijoux de maman étincelant à son cou. Antoine et Louis flanquaient ses côtés. Mal à l'aise dans leurs costumes mal taillés. Discutant affaires avec des investisseurs bidons. Je m'approchai. Verre de Bordeaux à la main.
feignant la surprise. Isabelle. Quelle coïncidence. Mon ton était léger. Amical? Comme si les cartons pillés n'avaient jamais existé. Elle sursauta. Son verre tremblant légèrement. Élise? Que fais-tu ici? Ses yeux, d'un bleu glacial, me jaugeaient, cherchant la faille. Je couvre un article sur les héritages culturels parisiens, mentis-je, brandissant mon téléphone comme un micro. Et toi? Tu incarnes si bien la continuité familiale. Le compliment glissa comme un serpent dans l'herbe. Elle se détendit, vaniteuse qu'elle était, et m'invita à m'asseoir. La soirée s'étira, anecdote sur papa qu'elle réécrivait en héroïne de son propre récit. Rire forcé sur les frasques d'Antoine à l'université de Sciences Po. Je hochai la tête, souris, posai des questions anodines. Mais sous la table, mon pied effleurait discrètement le sac d'Antoine, où j'avais glissé un mouchard GPS lors d'une distraction à un gadget bon marché acheté sur Amazon, activé par une app sur mon portable. À minuit, quand ils partirent, ivre et hilar, je les suivis virtuellement jusqu'à leur appartement haussmannien du 7e, où les signaux clignotaient comme des aveux. Les jours suivants furent une danse macabre. Je contactai Lefebvre le lundi, dans son étude modeste près de la Sorbonne, entouré de livres poussiéreux et d'une odeur de papier ancien. Votre père était clair, me dit-il, ses lunettes glissant sur son nez crochu. Le testament holographe qu'il a rédigé en avril dernier désigne tout pour vous. Mais Duval a falsifié des addendums. Il me montra les documents, signatures truquées, date modifiée. On peut contester. Mais il faut des preuves solides. J'en avais. Les audios? Les mets. Et bientôt. Plus. Grâce au mouchard. Je pistai Antoine jusqu'à un rendez-vous louche avec un prêteur sur Gage rue de Rivoli, où il écoulait la montre de grand-père pour 500 €, une pièce valant 10 fois plus. J'enregistrai la transaction de loin, avec mon zoom, le cœur battant comme un tambour de guerre. Isabelle? Elle? Continuait son manège. Elle m'envoya un mail poli. Une invitation à discuter de l'héritage au café de Flore. Ce temple des intellectuels où Sartre avait fumé ses gauloises. J'y allais. Vêtu d'une jupe crayon et d'un chemisier blanc en l'armure de la femme d'affaires que je n'étais pas encore. Elle arriva en retard, parfumée à la Chanel No. 5. S'asseyant avec un air de condescendance maternelle. Élise. Ma chérie. Soyons réalistes. Ton père voulait que la famille reste unie. Les garçons ont besoin de stabilité. Stabilité. Le mot me fit grincer des dents. Ces garçons qui n'avaient jamais travaillé un jour. Vivant des rentes de papa. Claquant l'argent en fête à Deauville en voiture d'occasion. Et moi, demandai-je, sirotant mon expresso amer. Qu'est-ce que j'ai? À part des souvenirs volés? Elle posa sa main manucurée sur la mienne. Un geste théâtral. Tu es jeune. Talentueuse. Tu te débrouilleras. Nous? On a des responsabilités. Responsabilités. J'aurais pu vomir. Au lieu de cela, je serrai sa main, sentant la froideur de ses bagues dont une alliance trop grande pour son annulaire effilé. Bien sûr, murmurai-je. La famille d'abord. Dehors. La terrasse bruissait de Parisiens pressés. Le soleil filtrant à travers les platanes, jetant des ombres tachetées sur les tables en fer forgé. Mais à l'intérieur de moi, une tempête se levait. Ce soir-là,
Je contactais un hacker freelance sur un forum obscur du dark web, un étudiant en informatique de l'école polytechnique. Anonyme et cher. Mais fiable. Pour 2000 € empruntés à un ami. Il infiltra les comptes bancaires d'Isabelle. Pas pour voler. Non. Pour révéler. Les transferts apparurent comme des fantômes, des fonds détournés de l'édition vers des comptes offshore au Caïmans. Des paiements à Duval pour ses services. Et plus sombre, des virements à une clinique privée à Genève. Pour des traitements de fertilité ratés, la raison pour laquelle elle haïssait tant les enfants du premier lit. Les miens par procuration. Papa n'avait pas su ça. Mais moi. Si. Je compilais tout dans un dossier numérique. Envoyé anonymement à un journaliste du Canard enchaîné. Ce journal satirique qui adorait écorcher les bourgeois. L'article sortit 2 semaines plus tard, L'héritière de l'ombre, scandale au cœur d'une famille éditrice parisienne. Pas mon nom. Bien sûr. Juste des initiales. Mais Isabelle sut. Elle m'appela à 6 heures du matin. Hystérique. C'est toi. N'est-ce pas? Sale petite vipère. Je ris à nouveau. Ce rire qui devenait ma signature. Moi? Isabelle? Je suis flatté. Mais vérifie tes comptes. Et tes fils. Antoine a hypothéqué la maison pour ses dettes de jeu. Tu sais? C'était un bluff partiel où le mouchard avait révélé des visites à un casino à Enghien-les-Bains. Mais suffisant pour la faire douter. Elle raccrocha. Et je sentis le premier craquement dans sa façade. Les semaines suivantes. Je m'infiltrai plus profond. Je me fis embaucher comme assistante éditoriale à la maison d'édition à un poste vacant après le licenciement suspect d'un employé loyal. Mon CV gonflé par des freelances fictifs passe à crème, Isabelle. Distraite par le scandale naissant. Signa sans vérifier. Le bureau. Rue de l'Université. Était un labyrinthe de rayonnage croulant sous les Flaubert et les Proust. L'air imprégné d'encre et de papier jauni. Là. Je devins l'ombre invisible, triant les mets. Copiant les contrats. Écoutant les ragots des employés terrorisés. Louis, mon demi-frère aîné, était le maillon faible. Il gérait les finances. Ou du moins essayait. Avec ses tableurs Excel maladroits et ses lunettes embuées de sueur. Je le coinçai un après-midi pluvieux. Dans la salle de pause au néon blafard. Louis, on doit parler. Il sursauta. Son café renversé tachant sa cravate. Élise? Qu'est-ce que tu fais ici? Je fermai la porte. Le regard planté dans le sien, ses yeux fuyants. Hérité d'Isabelle. Plein de culpabilité refoulée. Je sais pour les faux factures. Les livres imprimés qui n'existent pas. Les avances aux auteurs fantômes. Il blêmit. Ses mains tremblant comme des feuilles mortes. J'avais trouvé les traces lors de mes nuits de fouilles numériques. Si tu parles, balbutia-t-il. Je ne parlerai pas, coupai-je. Aide-moi. Et tu gardes ton poste. Résiste. Et le Canard aura de quoi pour un deuxième article. Il craqua en 10 minutes. Des aveux murmurés sur Isabelle qui le forçaient à truquer les comptes depuis des années. Pour financer son train de vie, les croisières en Méditerranée. Les bijoux de chez Cartier. Elle nous tient. Élise. Antoine est accro au jeu. Et moi. J'ai peur. Peur. Le mot résonna en moi comme un écho de mes propres nuits d'insomnie. Hanté par le fantôme de maman. Morte trop jeune sur cette autoroute glissante. Je lui tendis une clé USB vierge. Enregistre tout. Et envoie-moi les codes d'accès. Il obéit. Brisé.
Un pion de plus dans mon échiquier. Avec ça. Le piège se resserra. Maître Lefebvre déposa la contestation au tribunal de Paris. Les pièces à conviction alignées comme des balles dans un chargeur, audio. Transfert bancaire. Faux document. Duval fut suspendu par l'ordre des notaires. Son cabinet perquisitionné sous les flashs des paparazzis de Paris Match. Isabelle paniqua, elle m'invita à la maison pour renégocier. Sa voix au téléphone chevrotante pour la première fois. J'y allais. Par une soirée d'orage. La pluie martelant les vitraux comme des accusations. La villa semblait rapetissée. Les meubles trop lourds. L'air étouffant de secrets pourris. Elle était seule ou Antoine en cure de désintox forcée. Louis en voyage d'affaires bidon. Vêtue d'une robe de chambre en soie défraîchie. Sans maquillage. Elle avait l'air de son âge, ridée. Vulnérable. Assieds-toi. Élise, dit-elle. Versant du cognac dans des verres en cristal taillé. Ses mains tremblaient. Je m'assis. Dos droit. Observant la pièce, les portraits ancestraux au mur. Papa rayé au pinceau noir sur l'un d'eux. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? La maison? Sa voix était un murmure brisé. Je sirotais le cognac. Sentant le feu descendre dans ma gorge. La justice. Isabelle. Ce que papa voulait. Elle éclata en sanglots. Théâtraux au début. Puis vrai des hoquets qui secouaient son corps frêle. Je l'aimais? Tu sais. Mais il t'aimait plus. Toujours toi. La petite princesse. La confession coula. Un torrent, ses jalousies d'enfance stérile. Ses peurs d'abandon. Les manipulations nées d'un amour tordu en haine. Je l'écoutais. Impassible. Notant chaque mot sur mon téléphone caché dans ma poche. Pas de pitié. Seulement la satisfaction froide d'un scalpel qui incise. Tu m'as volé ma mère, dis-je enfin. Ma voix basse comme un grondement. Puis papa. Mais tu ne me voleras pas moi. Elle leva les yeux. Rougit. Suppliant. Pardon? Élise. Je t'en prie. Trop tard. Le lendemain. Les enregistrements atterrirent chez le procureur, escroquerie aggravée. Abus de confiance. Isabelle fut placée en garde à vue. Son empire de mensonges s'effondrant comme un château de cartes sous la pluie. Les audiences au palais de justice de l'île de la Cité furent un cirque. Juillet étouffant. La scène paresseuse en contrebas. Les juges en toge noire martelant leurs maillets sur des vérités nues. Antoine témoigna. Larmoyant. Accusant sa mère pour sauver sa peau. Louis, sous immunité partielle, confirma les fraudes. Et moi, sur le stand des témoins, je parlais d'une voix claire. Sans trembler, les vols, les mensonges, le deuil profané. Isabelle, menottée, me foudroya du regard, ce même regard glacial du premier jour. Mais il n'y avait plus de pouvoir dedans. Seulement de la défaite. Le verdict tomba en septembre, 5 ans de prison ferme pour elle. Avec sursis partiel pour bonne conduite, la justice française. Toujours clémente avec les bourgeoises repenties. La maison d'édition me revint. Nettoyer des dettes. Les employés rappelés un à un. Antoine et Louis. Déshérités. Partir pour des jobs obscurs en province, Lille pour l'un. Marseille pour l'autre. Loin de l'ombre parisienne. Je vendis la villa. Gardant seulement la boîte à bijoux de maman. Et investis dans l'édition, des auteurs émergents. Des voix vraies.
Pas des fantômes. Mais la vengeance n'était pas finie. Pas vraiment. Les nuits. Seul dans mon nouvel appartement surplombant la Seine. Avec ses lumières qui dansent comme des promesses. Je repensais à son dernier regard en sortant de la salle d'audience. Tu es comme moi, avait-elle murmuré. Assez bas pour que seul moi entende. Était-ce vrai? Avais-je hérité de sa noirceur? Cette capacité à ronger l'autre de l'intérieur. Je versais un verre de vin. Regardais les reflets sur l'eau. Et je souriais. Peut-être. Mais contrairement à elle. Je n'avais pas besoin de voler pour exister. J'étais entière. Et papa? Son fantôme veillait. Dans les pages tournées. Dans les mots imprimés frais. L'héritage n'était pas dans les objets. Mais dans la force qu'il m'avait léguée, celle de survivre. De trancher. De renaître. Les mois qui suivirent le verdict furent un étrange mélange de triomphe et de vide. Paris en automne. Avec ses feuilles mortes qui colmataient les trottoirs de la rive gauche comme des plaies cicatrisées. Me semblait soudain trop grande. Trop impersonnelle. J'avais gagné. Oui, la maison d'édition bourdonnait à nouveau. Les commandes de Madame Bovary et l'édition annotée s'empilaient sur les bureaux. Et mon chèque de la vente de la villa aux 2 millions d'euros net après taxe trônait sur mon compte comme une armure dorée. Mais la nuit, quand le vent du large remontait la Seine, portant avec lui l'odeur saline de l'océan lointain, je me surprenais à errer dans les couloirs de l'appartement, touchant les murs froids comme pour y trouver une chaleur absente. Isabelle purgeait sa peine à la prison de Fleury-Mérogis, cette forteresse grise au sud de Paris où les bourgeoises comme elle atterrissaient pour réfléchir. J'y allais une fois. Par curiosité malsaine ou besoin de closure, ce mot anglais qu'on importait maladroitement dans nos thérapies françaises. Le parloir était un bunker aseptisé, table en formica rayée. Odeur de désinfectant et de désespoir rance. Elle entra. Menottée. Les cheveux grisonnants ramenés en un chignon négligé. Son tailleur Chanel remplacé par un uniforme bleu pâle qui la faisait ressembler à une ombre fanée. Élise, murmura-t-elle en s'asseyant. Ses yeux ont toujours ce bleu glacial. Mes terniers cherchant les miens. Tu es venu me narguer. Je secouai la tête. Posant ma main gantée sur la table, un geste appris de ses propres manières. Non. Pour comprendre. Comprendre. Le mot sonnait creux. Même à mes oreilles. Elle rit. Un son rauque. Cassé par des années de cognac et de mensonges. Comprendre quoi? Que je t'ai haï dès le premier jour? Ton père t'adorait. Et moi? J'étais la seconde. L'importune. J'ai voulu te rayer de la carte. Comme on efface une tache sur un tableau de maître. Ces mots coulaient. Un confessionnal improvisé. Les adultères avec Duval. Né d'une solitude qui la rongeait, les manipulations financières. Pour se prouver qu'elle valait plus que l'ombre d'une morte. Et tes frères? Des pions. Élise. Des extensions de moi. Pour combler le vide. Je l'écoutais. Le cœur battant un rythme régulier. Comme un métronome de vengeance accomplie. Pas de larmes. Pas de rédemption hollywoodienne. Juste des faits. Nus et laids. Pourquoi me dire ça maintenant, demandai-je enfin. Elle haussa les épaules. Les chaînes cliquetant softly. Parce que tu as gagné. Et que la haine. C'est un poison lent. Il te bouffera. Comme il m'a bouffé. Je me levai. Laissant un silence pesant. Dehors. Le ciel de novembre pleuvait dru. Lavant les rues de Fleury comme pour absoudre la ville de ses péchés. Sur le RER qui me ramenait à Paris.
bercé par le ronron des rails. Je sentis pour la première fois une fissure en moi, était-ce de la pitié? Ou simplement la fatigue d'une guerre gagnée sur le fil du rasoir? De retour au bureau. La vie reprit son cours ou du moins. Une version édulcorée. Les employés, libérés de la tyrannie d'Isabelle, me regardaient avec un mélange de gratitude et de suspicion. Qui était cette fille revenue d'entre les morts? Cette Élise qui avait renversé la table d'un coup de dé? Je dirigeais d'une main ferme mais juste, hausse de salaire pour les anciens. Contrat avec de jeunes auteurs comme cette poétesse bretonne qui écrivait sur les marées et les pertes. Les soirs, je dînais seul aux zincs du comptoir, commandant une salade niçoise et un verre de Sancerre, observant les couples se disputer à voix basse sur l'amour et les trahisons. Paris, ville des Lumières, était aussi la ville des ombres intimes, où chaque bistrot cachait un drame familial derrière ses rideaux de dentelle. Mais les demi-frères n'avaient pas disparu. Antoine, le cadet, refit surface un soir de décembre, alors que la neige rare saupoudrait les toits comme du sucre glace. Il m'appela d'un numéro inconnu. Sa voix pâteuse d'alcool. Serette. Faut qu'on parle. Serette. Le mot me hérissa. Mais je fixai un rendez-vous au même Procope. Ironie du sort. Il arriva en retard, emmitouflé dans un manteau usé, les joues rougies par le froid ou la bouteille. J'ai merdé, lâcha-t-il sans préambule, s'affalant sur la chaise. Ses yeux, injectés de sang, racontaient une histoire de rechute. La cure n'avait tenu que 6 semaines. Et maintenant, il squattait un studio pourri à Belleville, vendant des clopes au black pour survivre. Maman. Elle m'a poussé. Les dettes, les jeux, c'était pour lui plaire. Je commandais 2 cafés. Noir comme l'abîme. Et maintenant? Il haussa les épaules. Un geste d'abandon total. Je sais pas. Mais t'as gagné la guerre. Laisse-moi une miette. Élise. Un job à l'édition. N'importe quoi. Sa vulnérabilité me désarma un instant. Ce garçon qui avait pillé les cartons avec avidité n'était qu'un enfant gâté, modelé par une mère toxique. Je lui tendis une carte de visite. Relance-toi. Stagiaire aux expéditions. Pas de favoritisme. Il pleura. Des larmes d'homme adulte. Salée et honteuse. En le voyant partir, titubant dans la nuit enneigée, je sentis un poids se lever. La vengeance n'effaçait pas le sang partagé, mais elle permettait, peut-être, un pardon distancé. Louis fut plus dur à craquer. Il avait fui à Marseille, travaillant comme comptable freelance pour des PME portuaires, loin des tentacules parisiens. Je le pistai via LinkedIn, un profil minimaliste. Photo professionnelle lisse. Un mail anonyme. D'abord, on sait pour les faux. Rencontrons-nous. Il mordit à l'hameçon, fixant un café anonyme sur le vieux port, face à la mer Méditerranée qui clapotait comme un avertissement. Marseille était une autre France, vent salin. Accent roulant. Une vitalité brute qui contrastait avec la sophistication poudrée de Paris. Il arriva en jean et polo. Les lunettes toujours là. Mais le regard plus dur. Forgé par l'exil. Qu'est-ce que tu veux encore, grognatait-il en s'asseyant. L'odeur de pastis flottant autour de lui. Je souris. Commandant une bouillabaisse fumante, un plat de réconfort. Ou d'ironie. La vérité. Louis. Toute. Il hésita. Puis craqua sous le poids des mois seuls, les pressions d'Isabelle pour falsifier. Les nuits blanches à justifier les trous dans les comptes.
La culpabilité qui le rongeait comme un ulcère. J'aurais dû te défendre, avoua-t-il. La voix brisée par le cliquetis des vagues. Mais elle était tout pour moi. Notre mère. Notre. Le mot me piqua. Rappelant que le sang ne s'effaçait pas. Je lui offris une branche d'olivier, un poste à distance pour l'édition. Consultant financier. Sous surveillance stricte. Il accepta. Les épaules voûtées de soulagement. Ainsi, la famille se recomposait. Tordue mais vivante. Noël approchait. Et pour la première fois depuis la mort de papa, je dressais un sapin dans mon appartement, guirlande blanche. Boule en verre soufflé rappelant celle de l'enfance. Pas d'invité ou pas encore. Juste moi. Un vin chaud épicé. Et les lettres de papa relues à la lueur des lumières clignotantes. Tu es forte. Ma fille. Plus que tu ne le sais. Forte. Le mot me porta jusqu'au Nouvel An. Où Paris explosait en feux d'artifice sur la tour Eiffel. Un balai de couleurs qui effaçait les ombres. L'hiver céda la place à un printemps hésitant. Avec ses pluies fines qui lavaient les boulevards comme des regrets dilués. L'édition prospérait, nous lancions une collection sur les mémoires de femmes oubliées. Inspirée par maman ou des récits de veuves. De filles trahies. De mères volées. Les critiques dans le monde louaient l'approche psychologique incisive. Sans savoir que chaque ligne était une lame aiguisée sur ma propre douleur. Financièrement, j'étais à l'abri, l'argent de la villa finançait un appartement plus grand rue des Rosiers. Dans le Marais juif. Avec vue sur les synagogues et les falafels fumants. Mais le succès avait son prix, les cauchemars revenaient. Vifs et cruels. Isabelle dans sa cellule. Me fixant, papa sur son lit d'hôpital. Tendant la clé USB comme un testament maudit. Je consultais une thérapeute. Une femme d'une cinquantaine d'années nommée Claire. Installée dans un cabinet haussmannien près du parc Monceau. Ces séances étaient des dissections, la vengeance vous a sauvé. Élise. Mais elle vous enchaîne aussi. Enchaîne. Le mot collait. Comme les menottes d'Isabelle au parloir. Nous parlions pendant des heures de maman. Morte à 35 ans dans le crash. Papa me promettant je serai toujours là, d'Isabelle. Arrivant comme une tornade parfumée. Remodelant la maison à son image, rideaux remplacés. Photos reléguées au grenier. Vous avez internalisé sa voix, diagnostiquée Claire. Ses notes griffonnées sur un bloc jaune. Cette petite ingrate qui vous murmure encore. Pour exorciser. Je commençais un journal non pas numérique. Mais papier. Un cahier relié cuir acheté chez Gibert Jeune. Rempli d'encre bleue qui tachait mes doigts comme des bleus. Les pages se noircissaient de confessions, la joie secrète d'avoir vu Duval ruiné. Son cabinet fermé. Lui fuyant à la retraite forcée en Provence, le dégoût pour Antoine quand il me remercia par mail. Sobre depuis 3 mois mais fragile comme du verre filé. Et Louis, qui envoyait des rapports impeccables. Mais dont les appels nocturnes trahissaient une solitude vorace. Reviens à Paris, lui disais-je. La famille. C'est ce qu'on en fait. Il hésitait. Ancré à Marseille comme un bateau en cale sèche. Un soir de mai. Alors que les lilas embaumaient les jardins du Luxembourg. Un colis anonyme arriva à l'édition. Pas d'expéditeur. Juste une boîte en carton brun. Scellée avec du scotch épais. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture tremblante d'Isabelle. Et une photo nous deux. À un Noël lointain. Sourire forcé sous le sapin. Libérée sous condition, écrivait-elle. Parole surveillée. Je reviens à Paris. Pas pour me venger, je n'ai plus rien.
Pour demander pardon. Rencontrons-nous. Le papier crissait sous mes doigts. Un son comme des os qui se brisent. Pardon. Le mot était un piège. Ou une libération? Claire me conseilla la prudence, affrontez-la. Mais avec des limites. Le rendez-vous fut fixé au même café de Flore. Cercle vicieux. Juin. Terrasse bondée de touristes lisant Sartre sous les platanes. Elle arriva en métro. Vêtue d'un manteau anonyme. Les cheveux teints en châtain terne. Sans maquillage ou une femme ordinaire. Effacée. Élise, dit-elle en s'asseyant. La voix éraillée par le silence carcéral. Pas de théâtralité cette fois, juste une tasse de thé à la menthe. Tremblante. J'ai eu le temps de penser. À tout. Les mots sortirent en cascade, regret pour les vols. Excuses pour les humiliations. Aveu sur ses propres blessures, un père absent. Un premier mari violent qu'il avait laissé avec 2 fils et 0 estime. Je t'ai haï parce que tu avais ce qu'il m'avait toujours refusé, son amour inconditionnel. Je l'écoutais. Le cœur serré dans un étau. Pas de colère explosive. Juste une fatigue profonde. Comme après une course longue. Et maintenant, demandai-je. Elle haussa les épaules. Un geste si familier qu'il me transperça. Je cherche un travail. Femme de ménage. Peut-être. Antoine m'aide. Louis envoie de l'argent. Mais je veux. Réparer. Réparer. Le mot flottait. Fragile. Je lui tendis une enveloppe, un chèque modeste. Pour démarrer. Et une carte de l'édition. Pas de poste. Mais des livres. Lis-les. Et si tu veux écrire tes mémoires? On publiera. Anonymement. Ses yeux s'embuèrent. Des larmes vraies cette fois. En partant, elle murmura, merci. Tu es meilleur que moi. Était-ce de la clémence? Ou la vengeance ultime, la laisser vivre avec sa petitesse? Les jours suivants. Je me sentis plus légère. Comme si un voile se levait. L'été arriva. Torride. Paris suante sous un soleil impitoyable. Je partis en Bretagne. Sur les traces de maman, une petite maison à Quiberon. Louée pour un mois. Face à l'Atlantique déchaîné. Là. Pieds nus dans le sable. Je courais jusqu'à l'épuisement. Laissant les vagues emporter les résidus de haine. Antoine me rejoignit une semaine. Sobre et penaud. Aidant à repeindre les volets bleus. T'es pas comme elle, dit-il un soir? Autour d'un feu de camp. Les étoiles comme des confettis au-dessus. T'es. Entière. Entière. Le mot de papa. Revenu hanté. Louis arriva à son tour. En train de nuit. Apportant des fromages de Marseille et des histoires de porc grouillant. Nous parlâmes tard. De tout et de rien, des faux. Des peurs. D'un futur possible. Pas de câlin larmoyant, nous n'étions pas ce genre de famille. Mais un accord tacite, avancé. Ensemble. Sans chaîne. Isabelle envoya une carte postale, je lis Proust. Il parle de temps perdu. Je rattrape le mien. Je souris. Rangeant la carte dans le cahier. De retour à Paris en septembre. L'édition lança le premier tome de la collection Voix éteintes. Succès modéré. Mais personnel. Et moi? J'écrivais enfin mon propre récit, pas pour publier. Mais pour guérir. La vengeance avait été mon feu purificateur, maintenant. Venait le temps de la cendre fertile.
L'automne 2026 s'annonçait clément. Avec un été indien qui prolongeait les terrasses jusqu'aux petites heures. L'édition avait pris son envol, la collection Voix éteinte se vendait dans les librairies indie du Marais. Des lectrices venues de toute la France partageant leurs histoires lors de soirées littéraires au Shakespeare & Company. Moi. Élise Laurent. 33 ans maintenant. J'étais devenue cette figure discrète mais respectée, la jeune éditrice qui avait sauvé une maison centenaire des griffes de la décadence. Les articles dans Lire ou Télérama me flattaient, une renaissance par la plume. Écrivait-il. Ignorant les coulisses sanglantes. Mais la paix était fragile. Comme ces feuilles d'automne qui craquent sous les pas. Isabelle s'était réinstallée à Paris. Dans un studio modeste à Bastille. Nettoyant des bureaux la nuit pour un salaire de misère. Elle m'écrivait sporadiquement, des mails brefs. Sur sa lecture de Camus ou ses visites à Antoine. Qui suivait une thérapie de groupe à l'hôpital Sainte-Anne. Je vis. Élise. Vraiment? Pour la première fois. Je répondais poliment. Gardant la distance au pas de dîner. Pas de retrouvailles. Pourtant. Un soir de novembre. Pluvieux et venteux. Elle frappa à ma porte. Pas annoncé. Trempé jusqu'aux os. Un sac en plastique contenant un gâteau aux pommes maison ou une recette de son enfance normande. Je passais par la Mantillelle. Les yeux baissés. Je la fis entrer. Contre mon gré. L'air chargé d'odeurs de pluie et de cannelle. L'appartement était chaleureux, livres empilés. Une bouilloire chantant sur la plaque. La vue sur les toits luisants. Nous bûmes du thé. Assise sur le canapé. Un silence épais comme la brume. Je voulais te rendre ça, dit-elle enfin. Sortant de son sac une petite boîte en velours. À l'intérieur, le collier de perles de maman. Celle qu'elle avait portée à son cou comme un trophée volé. Je l'ai gardé trop longtemps. Le bijou froid contre ma peau. Je sentis un sanglot monter au pas de rage. Mais de libération. Pourquoi maintenant? Elle soupira. Vieillie de 10 ans en quelques mois. Parce que le pardon n'est pas pour toi. C'est pour moi. Pour dormir sans tes yeux qui me hantent. Nous parlâmes alors. Vraiment, de papa. De ce qu'il aurait voulu ou une famille rapiécée. Pas parfaite? Mais honnête. Pas d'embrassade. Mais un hochement de tête. Elle partit à minuit. La pluie cessant comme par magie. Laissant derrière elle un vide comblé. Antoine. De son côté. Progressait. Il avait décroché un poste stable comme commercial pour une petite maison de vin bordelaise. Voyageant en TGV entre Paris et le Sud-Ouest. Ses visites étaient sporadiques, un déjeuner au marché d'Aligre. Où il me racontait ses rechutes évitées de justesse. Ses flirts maladroits avec une serveuse catalane. T'es ma bouée. Élise, avouait-il. Rouge comme une betterave. Je riais. Lui tapotant l'épaule un geste fraternel. Naissant mais réel. Louis. Plus réservé. Organiser nos réunions familiales virtuelles, appels Zoom depuis Marseille. Où il partageait des captures d'écran de bilan positif. Son sourire timide grandissant à chaque fois. Claire. Ma thérapeute. Nota le changement lors de notre dernière séance. En décembre. Vous avez transformé la vengeance en empathie. Rare. Empathie. Le mot me fit sourire. Nous clôturâmes sur une note positive, Noël ensemble. Pour la première fois. Pas à la Villa Fantôme. Mais chez moi. Avec un dinde rôti et des cadeaux modestes, un livre pour chacun. Symbole de page tournée. La soirée fut maladroite au début, Antoine trop bruyant.
Louis trop silencieux. Isabelle arrivait en dernier, apportant du cidre normand. Mais autour de la table, sous les guirlandes, les rires vinrent. Anecdotes sur papa. Sur les bêtises d'enfance. Pas d'oubli. Juste un pas. À minuit. Toast levé, à l'héritage vrai. Le mien n'était plus dans les objets, mais dans ces liens recousus. Imparfait mais solide. 2027 apporta du neuf, une relation inattendue. Lors d'une foire du livre à Lyon, ville de papa. Ironie, je rencontrai Julien, un auteur de polar noir, avec un sourire en coin et des yeux verts qui voyaient au-delà des masques. Nos dîners devinrent routine, bouchons lyonnais importés. Discussion sur les twists psychologiques. Ta force, c'est ta vulnérabilité assumée, me dit-il un soir. Sa main dans la mienne sur un banc du parc de la Tête d'Or. Vulnérabilité. J'apprenais à l'embrasser. Sans peur. L'édition grandit, partenariat avec une plateforme audio. Ironiquement, pour des livres lus par des voix françaises rauques. Isabelle y contribua. Lisant des extraits anonymes, sa voix transformée portait une authenticité nouvelle. Antoine lança un blog sur le vin et la sobriété. Louis rentra à Paris, gérant nos finances avec une honnêteté farouche. Mais la vie n'est pas linéaire. Un appel en mars, papa avait un demi-frère. Un oncle perdu en Algérie pendant la guerre. Contacté par un notaire. Un héritage lointain, une petite propriété à Oran. Des documents jaunis. Nous y allâmes ensemble. Avion pour Alger. Puis route poussiéreuse. La maison était en ruine. Mais les oliviers centenaires murmuraient des secrets. Là, sous un soleil impitoyable, nous pleurâmes pour les absents. Pour les présents. La famille s'étend, dis-je, serrant la main d'Isabelle. Ridée mais chaude. De retour, je publiai mon journal. Sous pseudonyme, L'érosion de l'âme. Best-seller modeste. Mais cathartique. Julien me demanda en mariage lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Bague simple en or recyclé. Oui, dis-je, riant aux éclats. La vengeance? Un chapitre clos. L'héritage? Une vie en construction. Mot après mot. Lien après lien. Les années se succédèrent comme les saisons parisiennes. Imprévisibles mais rythmées. 2028, mariage discret à la mairie du 4e. Avec Julien en costume lin. Moi en robe blanche fluide cousue par une artisane du sentier. Famille au complet, Isabelle en témoin. Larmes aux yeux. Antoine porteur des alliances. Louis officiant les photos avec un appareil neuf. La réception au bord de la Seine. Sur une péniche voguant doucement. Avec des accords de Piaf et du champagne pétillant. À nous, porta Julien. Sa main dans la mienne. Encre solide. L'édition devint un empire modeste, bureaux agrandis rue Saint-André-des-Arts. Employés triés sur le volet. Une ligne de podcast qui cartonnait et héritage oublié. Narré par des voix anonymes comme celle d'Isabelle. Elle avait trouvé sa voie, bénévole dans une association pour ex-détenus. Aidant des femmes à réinsérer. Ses soirées passées à rédiger des CV sous les néons d'un centre social à Barbès. C'est ma revanche, me confia-t-elle un jour. Café à la main dans un bistrot du quartier. Pas contre toi. Mais contre ce que j'étais. Sa transformation était lente. Authentique, pas de sainteté feinte. Juste une humanité reconquise. Antoine s'était fiancé à sa catalane. Une femme vive nommée Sofia. Cuisinière dans un tapas-bar de Grignan. Leur bébé arriva en 2029.
Un garçon prénommé Paul. En hommage à grand-père. Les week-ends à la campagne devinrent rituels, pique-nique sous les chênes. Antoine apprenant à changer des couches avec maladresse comique. Regarde. Élise. Je suis un pro maintenant, riait-il. Tandis que Louis. Tonton Gâteau. Offrait des livres miniatures. Moi. Enceinte de 6 mois pour la seconde une fille. Cette fois où je touchais mon ventre. Sentant les coups de pied comme des promesses. Julien et moi naviguions les tempêtes conjugales avec l'honnêteté apprise à la dure, dispute sur les factures. Réconciliation sous la couette. Voyage en train vers la Normandie pour respirer l'iode. Tu m'as sauvé, murmurait-il parfois. Mais je secouais la tête. C'est l'inverse. Tu m'as rappelé que l'amour n'est pas une guerre. Isabelle grandissait ses petits-enfants à distance. Envoyant des colis de gâteaux et de tricots. Un Noël. Elle nous surprit avec un album photo restauré, image de papa jeune. En Algérie. Souriant à la caméra avec son frère disparu. L'héritage continue, dit-elle. Sa voix ferme. Nous pleurâmes. Ensemble. Un cercle clos. Mais 2030 apporta un revers, un scandale mineur à l'édition à un auteur accusé de plagiat. Écho lointain des fraudes passées. Les médias s'emballèrent. Le Figaro titrant l'ombre du passé. Je fis face en conférence de presse. Voix calme, les erreurs nous définissent. Mais les corrections nous élèvent. L'affaire se régla à l'amiable. Mais elle réveilla des fantômes. Nuit d'insomnie. Je relus mon journal. Touchant les pages usées. Claire. Retraité maintenant. M'écrivit, la psychologie humaine est un labyrinthe. Vous en avez tracé la sortie. Louis se maria à son tour. À une prof de maths marseillaise. Cérémonie au Vieux-Port avec Mistral furieux. Antoine lança une petite entreprise de vin bio. Prospère. Et moi? La fille. Née en 2030. Et Laura aux fusions d'Élise et d'Isabelle devint mon centre. Ses rires babillants effaçaient les silences d'antan. Isabelle la berçait. Murmurant des comptines normandes. Un lien fragile mais pur. En 2035. 10 ans après le verdict, nous visitâmes la tombe de papa au Père-Lachaise. Sous un ciel d'octobre doré. Les allées pavées craquaient. Les chats errants miaulaient comme des âmes. Il serait fier, dis-je. Déposant des chrysanthèmes. Isabelle hocha la tête. Larmes coulant librement. De nous tous. La famille. Recomposée, pas parfaite, mais vraie. La vie. Cette drama infini. Continuer avec ses trahisons mineures. Ses joies éclatantes. Mais j'avais appris, la revanche n'efface pas. Elle forge. Et l'héritage? Dans les yeux d'Elora. Curieuse et forte. 2035 marqua un tournant, l'édition fêta son centenaire avec une exposition au Louvre des Antiquaires. Rayonnage reconstitué. Lecture publique sous les voûtes. Elora. 5 ans. Trottinait entre les invités en robe à fleurs. Posant des questions espiègles, maman? Pourquoi les livres parlent? Je riais. La soulevant, parce qu'ils gardent les secrets des cœurs. Isabelle? Grand-mère épanouie. Lisait des extraits de son propre mémoire anonyme, une vie en ombre, voix chevrotante mais assurée. Applaudissements nourris. Antoine avait vendu son entreprise à un groupe bordelais. Investissant dans une ferme provençale où Sophia élevait des chèvres laitières. Leurs enfants, Paul et une petite sœur. Luna passait les étés avec nous. Course folle dans les champs de lavande. Louis. Père de jumeaux turbulents.
Diriger une branche numérique de l'édition. Innovant avec des VR littéraires. Julien. Mon pilier. Publier ses polars à succès. Nous emmenant en résidence d'écriture à la montagne vosgienne. Où Elora apprenait à skier maladroitement. Mais la psychologie humaine. Cette bête insidieuse. Ne dort jamais. Un soir d'hiver 2036. Alors que la neige isolait Paris en un cocon blanc. Isabelle eut une rechute, un appel paniqué d'Antoine. Elle boit à nouveau. Viens. Nous accourûmes à son studio. Trouvant bouteilles vides et lettres inachevées aux des regrets ressassés. Une peur de la solitude qui la rattrapait. Je suis faible, sanglota-t-elle. Effondrée sur le sol. Pas de jugement, juste des bras tendus. Thérapie de groupe. Séjour en clinique thermale à Vichy. Elle en sortit changée. Encore, l'addiction. C'est le dernier mensonge qu'on se raconte. Elora. Intuitive comme un oracle enfantin. Dessiner des familles recomposées, nous tous. Main dans la main. Sous un arc-en-ciel. Pas de méchant, insistait-elle. Je hochai la tête. Ému. La petite ingrate? Oubliée. Effacée par le temps. En 2040. À 45 ans. Je publiais sous mon nom, L'héritage dérobé. Roman autobiographique déguisé. Tirage limité. Mes impacts, prix Renaudot. Débat télévisé sur France Inter où l'on disséquait la vengeance féminine moderne. Isabelle vint à la remise. Fière en tailleur vintage. C'est notre histoire, murmura-t-elle. Oui. Notre. Julien et moi vieillissions bien, rides d'expression. Cheveux grisonnants. Mais une intimité forgée au feu. Nos enfants, Elora et un fils cadet. Théo grandissait en citoyen du monde. Bilingue grâce à des étés en Catalogne. La famille s'élargissait, cousin d'Alger retrouvé. Un arbre généalogique tatoué de migration et de silence brisé. La fin? Il n'y en a pas. Juste des chapitres. Un matin de printemps 2045. Marchant le long de la Seine avec Elora. Désormais jeune femme studieuse. Je lui racontais tout, les vols. La rage. La rédemption. Tu as gagné sans haïr, dit-elle. Serrant ma main. Gagner. Le mot ultime. Paris scintillait. Éternel. L'héritage. Dérobé puis reconquis. Vivait en nous au fort. Imparfait. Humain.